Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Solarpunk de la liberté financière. Autosuffisance, c'est le podcast inspiré du mouvement Solarpunk, une vision optimiste d'un futur où technologie durable et vie proche de la nature s'allient pour créer une richesse authentique. Celle où on est riche quand on a besoin de rien. Loin de la surconsommation, des influences marketing qui nous poussent à acheter toujours plus, ici on parle d'autosuffisance réelle. Entreprendre avec ses valeurs, produire son énergie, générer ses revenus passifs et consommer uniquement par besoin et non par envie fabriquée. De la blockchain au retour à la terre, en passant par des investissements résilients et une vie nomade légère, Autosuffisance explore comment devenir financièrement indépendant sans sacrifier la planète et ni sa liberté. Donc bienvenue dans ce premier épisode. Je teste, je fais des tests, je vois ce qui me plaît, ce que j'ai envie de partager. Donc, tout d'abord, je vais refaire un petit point sur mon parcours et comment j'en suis venu à arriver à cette notion d'autosuffisance. Je suis assez content du titre qui signifie pas mal de choses pour moi, avec du coup, bien sûr, autosuffisance, que ça soit d'un point de vue bonheur financier, beaucoup de notions autour de ça. Et puis, finance, bien sûr, allié, voilà, tout ce qui est entrepreneurial, investissement. Généralement, soit des personnes vont parler d'autosuffisance, et là, c'est comment construire sa maison avec 20 000 euros, ou soit ça va être purement financier, et comment faire 1 million, 2 millions, 10 millions, 50 millions d'euros, peu importe les niveaux d'entrepreneuriat, mais il n'y a jamais personne qui parle de j'ai fait de l'argent, et j'ai envie d'une vie plus saine et j'ai envie de m'extraire un petit peu de tout ce bruit qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Et ils ont raison parce que la plupart des personnes, d'ailleurs, un de mes voisins qui est, qui est autour de là où je suis, il n'a pas de téléphone et il investit sur du Bitcoin, par exemple. Donc il est quand même, on va dire, à l'affût sur les dernières technologies. Mais il ne veut pas écouter le bruit, il ne veut pas écouter les médias et il ne souhaite pas partager. Et le problème, c'est que beaucoup voilà, de potentiels entrepreneurs, ceux qui ont fait des exits ou des personnes qui ont un niveau financier satisfaisant pour eux et qui n'ont plus besoin de travailler d'une certaine façon, ils ne vont pas être dans la démarche de partager. Et du coup, c'est ce que je vais essayer de faire sur ce podcast pour allier autosuffisance, comment s'épanouir et la partie un peu plus financière. Donc, pour repartir un petit peu sur mon parcours, je suis devenu millionnaire à 23 ans grâce à la crypto-monnaie. Donc, ça faisait des années que j'étais dedans, je me formais, j'étais là au bon moment. Est arrivé le Covid et puis voilà, tout le monde était enfermé chez soi, inflation, l'argent était gratuit, facile à emprunter pour relancer l'économie. Du coup, c'était vraiment très facile de faire de l'argent. C'est à peu près à ce moment-là où on a vu les nouveaux riches arriver, notamment sur les expatriations. Et en fait, qu'on soit dans l'e-commerce, la crypto-monnaie, euh, les agences ou peu importe, c'était assez facile de faire de l'argent. Et en fait, tous ceux qui avaient des dispositions à devenir riches, en fait, c'était le timing parfait pour devenir riche. Donc, beaucoup sont devenus riches voilà, entre 2020, 2021, 2022. Et une des difficultés, ça a été de rester riche. Donc, pour moi, malheureusement, j'ai pas su vraiment rester, enfin, garder tout ce que j'ai pu gagner. J'ai gagné beaucoup d'argent très rapidement. Ça s'est fait de manière exponentielle sur les derniers mois avant d'atteindre mon pic financier. Et puis ensuite, ça a été un peu la descente aux enfers d'un point de vue financier, même si j'ai perdu extrêmement énormément, mais d'une certaine façon, j'ai réussi à amortir cette chute avec des projets plutôt voilà entrepreneuriaux que investisseurs crypto, même si je me suis jamais vraiment considéré comme investisseur crypto. En fait, aujourd'hui, je préfère utiliser le terme d'entrepreneur crypto parce que tout ce qui est airdrop, finance décentralisée, trouver les derniers projets, etc.
En fait, c'est plutôt de l'entrepreneuriat que de l'investissement, parce qu'on recherche pas forcément, la pépite pour faire, fois 1000. On n'a pas une stratégie de: «Tiens, je vais investir en DCA sur Bitcoin ou autre». Non, c'est plus, voilà, de l'entrepreneuriat où il faut détecter des anomalies de marché, détecter où est-ce que des projets vont dépenser en marketing et essayer d'y aller. Donc c'est comme ça que j'ai pu m'enrichir sur la crypto. Aujourd'hui, c'est plus du tout reproductible. Donc d'une part, j'ai dû me réinventer. Et d'autre part, voilà, tous ceux qui vendent des formations crypto ou devient riche avec les airdrops, pourquoi pas, mais je pense que c'est un peu tard et malheureusement, ce ne sera pas reproductible. Donc, voilà, mais c'est aussi pour ça que beaucoup sont devenus riches parce que c'était nouveau et personne ne pouvait prédire que voilà, fallait faire des airdrops en 2020, 2021. Donc voilà, c'était des opportunités qui n'étaient pas, il n'y avait pas de formation ni rien, enfin fallait se démerder par soi-même. Donc c'est pour ça que j'estime que c'était plutôt de l'entrepreneuriat. Tout ça pour dire que j'ai réussi, on va dire, dans l'entrepreneuriat crypto. Et puis après, financièrement, c'était très compliqué avec des mauvais placements. Aussi, hein, quand on s'enrichit, on attire des mauvaises personnes. Euh, Généralement, c'est intentionnel quand même. Mais du coup, on fait des mauvais placements, des mauvaises associations, on perd beaucoup d'argent. Et comme on se dit, je gagne des 5-6 chiffres par mois, mon patrimoine ne fait que augmenter. En fait, on ne sacralise pas l'argent et c'est facile de dépenser soit pour se faire plaisir ou soit pour investir. Personnellement, ça a été des dépenses sur des investissements qui ont foiré. Euh, donc, voilà, je suis pas resté très longtemps millionnaire à mes 23 ans. Euh, et en fait, j'ai plutôt pris une approche. De toute façon, il n'y avait pas trop d'autre choix de OK, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour rebondir d'une certaine façon. Et c'est à ce moment-là où j'ai écrit mon premier livre qui s'appelle Qui crée l'argent. Euh, et voilà, il y avait rien à faire. Et au final, j'ai fait un peu de l'introspection sur moi-même, comment j'ai vécu ce gain d'argent rapide, cette perte d'argent rapide. Pourquoi, voilà, pourquoi j'ai pas sécurisé, j'ai pas mis sur l'immobilier ou autre. Voilà, c'est des questions qu'on se pose. De toute façon, je pense que tous ceux qui vont écouter ce podcast n'auront pas forcément de jugement sur ce que je partage. Je rappelle que voilà, c'est mon point de vue, c'est ce que je vis, c'est ce que je partage. C'est pas une vérité, mais voilà, en tout cas, quand on gagne de l'argent, quand on est jeune très rapidement, et qu'on passe de je suis salarié à je suis millionnaire, en fait, il n'y a pas d'école pour apprendre tout ça, donc c'est des expérimentations, et bien sûr, il y a plein de choses qu'on pourrait faire différemment. Donc, comment j'ai fait pour rebondir? Eh bien, je me suis dit, ok, je vais chercher une classe d'actifs qui me permet de d'avoir le même niveau d'upside, donc de gain potentiel, avec un risque moindre. Et j'ai découvert l'investissement en start-up. Donc, je crois que mes premiers investissements en start-up, c'était 2021, à travers un club d'investissement. Et depuis, en fait, j'ai plus jamais quitté, on va dire, ce milieu-là. Ça m'a toujours assez passionné, parce que au-delà du financier, des chiffres sur de la crypto-monnaie, ou même d'autres types du style bourse, en fait, là, j'avais l'impression d'agir pour quelque chose de concret. Parce qu'en fait, j'investissais dans des startups qui pouvaient produire des choses. Et je me disais, attends, là, si je vais sur Google et je mets le nom de cette startup, en fait, je suis actionnaire, donc j'ai une part de cette startup. Donc là, s'ils ont fait 10 000 euros ce mois-ci, si j'ai 1%, au final, j'ai gagné 100 euros, entre guillemets. Donc c'était un peu cette approche que j'ai commencé à avoir. Bon, la plupart des startups où j'ai investi, c'est plutôt des fintech. Donc, c'est des sociétés qui agissent sur les finances, donc ça reste très abstrait. Et puis ensuite, j'ai investi une grosse somme sur une startup, ce qu'on appelle de la food tech, donc qui produit voilà, de la nourriture en mode agroalimentaire. Et là, ouais, là, j'étais vraiment un niveau d'épanouissement beaucoup plus élevé, enfin même un niveau d'épanouissement existant par rapport à la crypto où en fait c'est que des chiffres qui défilent sur son ordi et rien qui se passe.
Et du coup, ça m'a vraiment séduit ce milieu-là en me disant, attends, moi, Elliot, euh, j'ai toujours eu une vision très investisseur, pas du tout entrepreneur. Euh, Même si au final dans la crypto, voilà, j'ai commencé à me débrouiller et à entreprendre d'une certaine façon. Et je me suis dit, attends, là, avec de l'argent que j'investis, je peux avoir des parts d'une société qui a un site internet et quand on commande, bah derrière il y a une usine qui va fabriquer tel produit, qui va livrer chez le consommateur et le consommateur va consommer ce produit agroalimentaire. Et là je me suis dit putain mais c'est trop bien. Et pour autant c'est vrai que j'avais pas cette vision sur la bourse en mode si j'investis dans Apple, je me dis pas tiens les personnes qui achètent un iPhone, je vais gagner de l'argent parce que c'est vrai que les valorisations sont complètement différentes. Du coup, voilà, c'est pas à taille humaine et bah, psychologiquement, j'ai pas du tout ressenti le truc de je peux agir sur la planète en investissement dans Apple. Par contre, ouais, dans les startups où je peux avoir entre 0,1 et 5, 10, peut-être un peu plus, 20% max des parts d'une startup, bah, c'est vrai que j'ai l'impression d'agir et de partager des valeurs communes avec l'entrepreneur. Et d'ailleurs, ce qui m'a séduit, c'est aussi de dire ok je mets de l'argent, du coup j'ai accès à des informations de cet entrepreneur et au final je grandis et j'apprends énormément parce que c'est comme si on avait aujourd'hui j'ai une trentaine de boîtes dans mon portefeuille, c'est comme si en fait je dirigeais 30 sociétés d'un coup en un seul en même temps parce qu'en fait tous les CEO, tous les fondeurs de ces sociétés, fondateurs, eh bien ils vont développer leur société et me faire des rapports parce que je suis investisseur. Et du coup, j'ai accès aux stratégies qui ont marché, qui n'ont pas marché, les réussites, les échecs. Du coup, j'ai accès à un condensé et je me sens concerné par tout ça parce que je suis investisseur de 30 startups. Donc au final, j'ai appris énormément en investissant en startup, déjà de par de l'analyse et en étant actionnaire, actionnaire, on va dire, un petit peu présent quand même dans chaque société pour suivre l'actualité. Et du coup, ça m'a vraiment épanoui sur cette partie en me disant, OK, j'agis réellement sur le monde en partageant des valeurs communes avec cet entrepreneur. Donc voilà, ça c'était un petit peu mon approche investir en startup. Et ensuite, j'ai continué dans ce milieu en me disant, OK, j'investis en startup. Et au final, j'ai quand même accumulé un réseau avec notamment ce que je fais sur YouTube. Du coup, je me suis dit, mais tiens, peut-être qu'il y a des personnes qui veulent co-investir avec moi. Donc au final, j'ai commencé à m'occuper des levées de fonds pour des startups. Pareil, la toute première, c'était simplement, OK, ticket d'entrée 25 000 euros, il y a 500 000 euros, bah tiens, il me faut X personnes, donc je vais partager à ceux qui pourraient être intéressés. Là, c'était vraiment le niveau basique. Et ensuite, plus ça a évolué, plus bah, j'ai commencé à regrouper des petits investisseurs pour abaisser le ticket d'entrée, donc en faisant des SPV, ce qu'on appelle des véhicules d'investissement. Ensuite, bah, j'ai commencé à m'impliquer encore plus. Donc, c'était au fur et à mesure des projets de levée de fonds que je faisais. Donc, globalement, je m'entretenais avec le fondateur. Et puis, voilà, je lui ai dit au début, bah tiens, je peux te ramener des investisseurs. Bah tiens, je peux m'occuper de la structuration juridique euh, des investisseurs. Tiens, je peux m'occuper de ta levée de fonds. Tiens, je peux m'occuper de ton pitch, etc. Donc, au final, de plus en plus, j'ai commencé à prendre de l'importance et à gérer au lieu de faire de X à Z, donc la fin de la levée de fonds, entre guillemets, j'ai commencé à faire de plus en plus jusqu'à la dernière où j'ai fait de A à Z, c'est-à-dire euh, échanger avec les avocats, euh, différents types d'investisseurs, m'occuper des KYC, donc les documents légaux, etc. Donc voilà, j'ai évolué de la crypto, j'ai fait de l'argent, j'ai perdu beaucoup, ça m'a dégoûté. Pourtant, j'ai appris énormément sur plein de choses. Ensuite, bah, j'ai cherché une autre classe d'actifs, les startups. Ça m'a bien plu, je m'y suis impliqué et j'ai commencé à lever des fonds pour des startups et à m'occuper de plus en plus de ça. Et puis aujourd'hui, sur la dernière startup où j'ai levé des fonds, ben en fait, j'ai allié un petit peu tout mon parcours en reprenant
ce que j'ai fait au début, c'est-à-dire entrepreneuriat crypto, c'est-à-dire tester beaucoup de projets, comprendre les produits, comprendre pourquoi tel produit est développé de cette façon, etc., pour l'adapter avec la startup actuelle où je suis actuellement chef de produit. Donc, je m'occupe de faire en sorte que notre recherche et développement correspondent aux besoins du marché. Donc, c'est un petit peu ça le rôle de chef de produit. Donc, voilà un petit peu pour récapituler mon parcours sur ces dernières années. Et vraiment, ce qui m'a fait grandir, c'est le fait de gagner beaucoup d'argent, d'avoir toutes les emmerdes en même temps parce que j'ai gagné trop d'argent, d'en avoir perdu énormément, donc connaître toutes ces phases psychologiques très compliquées. Et puis comment allier, on va dire, tout mon parcours avec quelque chose qui fait du sens aujourd'hui. Par contre, tout ça, c'était du sens financier. Et jusqu'à mes 25 ans, aujourd'hui j'en ai 27, en fait, je me suis toujours dit, jusqu'à mes 25 ans, faut que je ne m'autorise pas à vivre, entre guillemets. J'étais dans une approche où, ok, à 25 ans, si j'avais continué mes études, bah, je serais à peine en train de terminer mes études. Donc, je sais pas trop d'où vient cette approche que j'ai, on va dire cette barrière mentale, mais voilà, c'était vraiment jusqu'à mes 25 ans, faut que je travaille à fond et je ne profite pas du tout. Par exemple, un exemple concret, c'était voilà, expatriation en Estonie. Bon, c'était le plus simple pour moi et je ne regrette pas. Mais c'est vrai que l'hiver est très long, tu vois pas le soleil, donc sur le moral, ça agite énormément. Donc tu restes enfermé chez toi et tu travailles. Donc c'est ça un petit peu que j'appelle que je ne m'autorisais pas forcément à vivre d'une certaine façon. C'était vraiment axé très très travail. Et puis de toute façon, c'est un peu à cet âge où on a l'énergie à fond, donc je me suis dit ok, j'y vais à fond et puis voilà. Je suis tombé un petit peu dans un cercle vicieux où c'était j'ai gagné beaucoup d'argent, donc mon ego, mon cerveau a compris que je suis fort en finance, sauf que j'étais très mauvais, en fait, j'étais juste bon d'un point de vue analyse fondamentale, mais j'avais zéro notion d'analyse technique. Ensuite, j'ai comblé pas mal mes lacunes, mais voilà, me parler de S&P 500 en 2021, je savais à peine ce que c'était et tout ce qui est ruissellement des capitaux, taux d'inflation, etc., je comprenais rien. Mais voilà, ça, pour autant, ça m'a pas empêché de générer pas mal d'argent. Euh, mais j'ai pas su forcément en garder à cause notamment du manque d'éducation financière, d'analyse technique, où j'avais zéro notion et je me suis dit, vas-y, les cryptos, je hold à fond et je garde, c'est long terme. Donc le long terme, c'était sur des cryptos du top 10, top 20. Par exemple, Polkadot, j'avais fait une vidéo où je gagnais un Polkadot par jour. Donc ça me faisait 200 000 euros de Polkadot en capital et ça me faisait, ouais, je passe 30 euros par jour. Et pour moi, c'était ma retraite. Je me disais, ah ouais, 30 euros par jour, s'il m'en passe 50 euros, ça me fait un SMIC par mois sans rien faire, trop bien. Et aujourd'hui, le Polkadot, il est à 2 euros. Donc voilà, divisé par 20. Donc voilà, j'avais vraiment une approche très fermée, mais c'est normal, on débute et à l'époque, il y avait beaucoup moins de formation. Bon, bref, il n'y a pas de justification à donner. Mais tout ça pour dire que voilà, mon cerveau s'est dit, tiens, je sais faire de l'argent. Et surtout, je sais faire de l'argent sur plein d'endroits différents. Parce qu'à l'époque de 2020-2021, il y avait tellement de placements différents où fallait mettre 1000 euros par-ci, 1000 euros par-là. Euh, que ce soit voilà, même des airdrops vraiment débiles à faire. Bah, on gagnait de l'argent. Et tous les jours, le travail, c'était de récolter son argent sur plein de sites différents. Et du coup, inconsciemment, mon cerveau s'est un petit peu formaté en mode, ok, Elliot, tu sais faire de l'argent en faisant plein de petits projets inutiles. Et du coup, aujourd'hui, je me bats encore contre ça, où c'est en gros, j'ai mon projet principal, mais j'ai toujours des idées de, tiens, et si je lance tel projet, et si je lance tel projet, etc. C'est pour ça d'ailleurs que ce podcast, ça fait quasiment, ça doit faire 11 mois que j'y pense, que j'y travaille, pour savoir si je veux vraiment le faire, sous quelle forme, etc. Euh, et du coup,
En me disant: «OK, je sais faire de l'argent de cette façon, je vais continuer à faire de l'argent de cette façon parce que c'est ce qui m'a toujours réussi». Enfin, le toujours réussi, c'était sur, 1 an, quoi. À cet âge, c'est difficile de mettre de la récurrence et d'identifier des choses qui se reproduisent et de se dire: «OK, si je fais ça comme ça va marcher de telle façon». Mais bon, je l'ai fait avec, le peu de «background» entre guillemets que j'avais. Et le problème, c'est que voilà, tout ça tournait autour de l'argent, pas pas des compétences, uniquement de l'argent. Et en étant aussi passé d'un milieu de la France en 2020-2021, c'était pas du tout axé entrepreneurial, hein, il y avait très peu de gens qui en parlaient, à je m'expatrie en Estonie où je rencontre des entrepreneurs et en fait, toutes nos journées, c'était voilà, argent, 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 comment on fait de l'argent, etc. Chacun dans sa discipline. Et du coup, avec cet ego de qui a la plus grosse et ce combat permanent d'entrepreneurs, alors ça dépend, hein, pas tous, mais voilà, il y en a beaucoup qui c'est ce que j'essaye de fuir un petit peu, c'est voilà, ouais, tiens, j'ai fait 30 000 € par mois, là je fais ça, je fais ça. Pareil, tu vois, quand les mecs ils donnent leur chiffre d'affaires alors que leur marge nette après impôt elle est à 5%, bon, je sais pas si c'est hyper intéressant, mais voilà, dans tous les cas, en fait, s'identifier avec l'argent qu'on fait, c'est, j'ai envie de dire, naturel pour un entrepreneur expatrié. C'est peut-être naturel pour enfin, d'autres catégories, peu importe. Mais du coup, c'est très nocif. Et moi, je me suis longtemps identifié à la taille de mon patrimoine. C'était Elliott, tiens, Elliott millionnaire, Elliott plus millionnaire, Elliott pauvre, Elliott riche. Et c'était ça pendant, je pense, peut-être 2-3 ans. Et en fait, c'est très compliqué parce que s'identifier à de l'argent, si on revient aux bases, c'est quoi l'argent? Qui crée l'argent? Le titre de mon livre. En fait, c'est très abstrait. C'est quelque chose de créé par les gouvernements. Euh, mais enfin, si on prend du recul, je viens sur Terre sans argent, je repars de la Terre sans argent. Donc c'est vraiment quelque chose de très éphémère. Et si on y arrive à dézoomer, euh, au final, l'argent, à notre échelle, ça dure voilà, 70-80 ans, le temps qu'on soit dans la vie active. Mais après, ça disparaît. Donc s'identifier à quelque chose qui, au final, a été créé par l'homme, euh, j'ai trouvé ça nocif et du coup, j'ai commencé à creuser là-dedans. Et globalement, j'ai une grosse remise en question depuis 1 an. Euh, Là où un de mes associés, on va dire ça comme ça, euh, est décédé malheureusement. Et en fait, cette personne, bon, je pense beaucoup qui me suivent sauront de qui je parle. En fait, cette personne, ça a été dire la première réellement qui m'a mis sur la piste de la spiritualité. Alors attention à ce grand mot. J'utilise ce mot juste pour comprendre un petit peu à quel point je veux illustrer des choses, mais voilà, ça veut un petit peu tout et rien dire. Pour moi, spiritualité, c'est autant de la méditation, autant un travail interne, se satisfaire à l'intérieur de soi et pas par des éléments extérieurs. Et autant ça relie un petit peu côté religion. Enfin, bref, ça reste assez large, mais voilà, j'utilise ce mot de cette façon. Du coup, c'était la première personne qui m'avait mis un petit peu sur cette piste parce que tout simplement, donc moi, Elliot, très terre à terre, je m'identifie à l'argent. C'était, il y a des mecs perchés qui parlent de spiritualité, je sais pas quoi. Donc ça m'intéressait pas. Et cette personne, en fait, ça a été un multi-entrepreneur, un, un génie entrepreneurial, parce que du coup, il a entrepris, il avait commencé à entreprendre, c'était il y a 30-40 ans, et il avait déjà eu des succès énormes dans plein de domaines. Et après qu'il ait eu ces succès, en fait, il est allé, alors je veux pas dire de bêtises, mais voilà, c'est juste pour illustrer. En gros, de base, il était chrétien, et puis ensuite, il est allé dans différents pays, et globalement, il est revenu bouddhiste après quelques années. Je crois, voilà, je sais pas tous les détails, et peu importe, c'est bien pour comprendre.
Et en revenant bouddhiste, avec une sorte d'éveil spirituel, euh, en fait, toutes les religions, on va dire, occidentales d'Europe, bah, en fait, c'est très axé sur ouais, on va dire, des choses à suivre, des choses à comprendre, alors que j'estime que tout ce qui est bouddhisme, même si j'ai vraiment pas creusé, parce qu'en fait, euh, bah, moi, je suis un petit peu, comment dire, en dehors de toute religion. J'ai compris beaucoup de choses cette année et on va dire, je fais ma propre religion. Et je ne crois pas ce que des gens peuvent me dire ou ce que je peux lire. Je crois ce que je vois et ce que j'ai vécu. Donc voilà, je ne m'identifie à aucune religion. Mais voilà, tout ce qui est en Inde, bouddhisme, etc., c'est beaucoup plus orienté avec tout ce qui est des explications spirituelles, du style j'ai mal au ventre, bah c'est parce que t'as ça. J'ai mal aux pieds, c'est parce que t'es pas ancré sur terre. Enfin bref, que beaucoup de choses comme ça. Je pense que vous en avez entendu parler. Alors que voilà, en Occident, c'est pas du tout ça. C'est t'as mal au ventre, prends un Doliprane. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser. Les pays membres de l'Union européenne, en fait, ils subissent une sorte de lobby. Je sais pas de quelle façon. J'ai pas envie de creuser parce que ça va m'énerver. Mais c'est surtout ce qui est médicaments. Aujourd'hui, on va à la pharmacie, on va chez le médecin. Qu'est-ce qu'on nous prescrit? Des médicaments. Donc voilà, tout ce qui est Doliprane, etc. Je vous invite à éviter absolument tout médicament, Doliprane ou autre. Éventuellement, tout ce qui est anti-inflammatoire, voilà, ça peut être intéressant. Je suis pas médecin, mais voilà. Pour moi, tout ce qui est fait en relation avec l'argent, c'est vraiment dans le but du profit. C'est pas dans le but de soigner les gens. Donc à éviter. Et je préfère beaucoup plus les méthodes naturelles, on va dire, pour se soigner. Et tous les pays hors de l'Union européenne, donc je parle principalement des pays Balkans, donc alors la Bulgarie c'est un petit peu fini maintenant d'un point de vue Union européenne, voilà ils sont commencent à être bien ancrés, mais voilà tous les pays un peu à l'ancienne du style Bosnie, enfin tout ce qui est ex-Yougoslavie, Bosnie, Serbie, etc. Et je pense qu'en Russie ça doit être le cas aussi dans tout ce qui est un peu reculé. En vrai, je suis quasi sûr que c'est le cas. Parce qu'en gros, les gens se soignent encore avec des plantes. Tu vas à la pharmacie, chez le médecin, il va te dire, tiens, bah, bois une tisane de telle plante, prends telle huile essentielle, etc. Et en fait, dans les pays occidentaux, bah, on n'a plus ça. On n'a plus du tout cette approche. Tout est contrôlé pour le profit et tout est fait en sorte de, voilà, faut faire de l'argent là où on peut en faire. Donc, on va rajouter des Doliprane, des capsules, etc. Alors qu'au final, on pourrait soigner d'une façon différente. Tout ça pour dire que c'est cette personne, on va dire mon père spirituel que j'aimerais bien appeler, qui il m'a pas transmis beaucoup de choses, mais il m'a mis sur la piste. Et moi, en étant très curieux et entrepreneur, en fait, j'ai juste besoin de qu'on m'ouvre une brèche et après j'y vais à fond et je deviens un expert là-dedans. Et du coup, bah, j'ai passé beaucoup de temps avec cette personne. Ensuite, malheureusement, il est décédé l'année dernière. Et quelques semaines après, je suis allé faire ce qu'on appelle une retraite de déconnexion. Mais pour moi, ça a été plutôt une retraite spirituelle, alors que je m'y attendais pas du tout. Pour moi, en fait, j'allais en retraite en mode yoga. Dans ma tête, c'était tiens, c'est sympa l'endroit et tout. Euh, je suis de passage en France, donc autant faire ça. Et ça va me reposer un petit peu de l'année intense que j'ai eue, notamment dû à la plus grosse levée de fonds que j'ai fait. Et du coup, voilà, je suis allé faire cette retraite. Je m'attendais à rien, je savais même pas ce que c'était, et en fait, je voulais pas savoir, mais je m'en foutais un petit peu. Pour moi, c'était, on va faire du yoga ou je sais pas quoi, et on verra. Et en fait, dans cette retraite, il s'est passé beaucoup de choses. Euh, et globalement, j'ai entrevu des choses sur des choses très ouais, de travail interne. Je sais pas encore à quel point je veux rentrer dans les détails publiquement, mais globalement, ça a changé ma vision de la vie à jamais.
et ça a duré 4-5 jours. Donc, et tout ça s'est apparu après le décès de cette personne. Euh, Par exemple 2 semaines après, alors que c'était pas prévu, quoi. Mais bon, du coup, ça a permis de relâcher beaucoup de choses et de faire un gros travail là-dessus. Et pour tous ceux qui ont vécu des décès de personnes proches, euh, potentiellement vous avez vécu des choses anormales, spirituelles ou autres. Eh bien, voilà, c'est un petit peu dans cette dimension que je me suis retrouvé. J'ai envie de dire par choix, hein, parce que dans ce genre de retraite de déconnexion, en fait, c'est au choix de chacun. Et c'est autant tu peux chiller, autant c'est à toi de faire un travail intérieur pour aller chercher des choses que tu as envie d'aller chercher. Mais si tu veux aller les chercher, tu n'y arriveras pas parce que tu es dans le contrôle. Du coup, il faut lâcher prise pour y arriver. Enfin bref, quelque chose de très compliqué, surtout pour moi. Et quand je dis surtout pour moi, je pense, je me mets un petit peu dans une case de entrepreneur, identifié à l'argent. Faut avoir un gros ego parce que quand tu es entrepreneur, tu te prends, ton travail, c'est te prendre des noms toute la journée. Et voilà, non, ne t'expatrie pas. Non, ne va pas à l'étranger. Non, n'investis pas. Non, ne fais pas ça. Et du coup, faut se battre contre ça. Et pour se battre, on est obligé d'avoir une sorte de carapace et un gros ego pour avancer. Et donc, dans cette retraite, ça a changé ma vie à tout jamais. Ma vision des choses, ça m'a débloqué des choses. Euh, et à partir de ce moment-là, on va dire, j'ai arrêté de m'identifier à mon patrimoine parce que j'ai vu que, justement, j'ai vu, on va dire, l'avant-vie et l'après-vie, ce qui se passe, en tout cas selon mes croyances, ma propre croyance. Et ouais, ça a changé radicalement comment je vois les choses. Et du coup, sur toute cette année, voilà, aujourd'hui, ça fait 11 mois exactement. J'ai fait un gros travail là-dessus et j'ai compris beaucoup de choses et je sais vers quoi je me dirige. Je sais que ça peut évoluer, ça va évoluer, mais je sais un petit peu vers quoi je veux me diriger et je pense que le terme très bon est l'autosuffisance, tout simplement. Donc le nom de ce podcast. Donc atteindre une autosuffisance d'un point de vue professionnel, personnel. Ce qui est marrant aussi dans cette retraite, c'est que j'ai découvert que les mots n'ont pas suffisamment ne veulent pas dire suffisamment de choses par rapport à ce qu'on ressent. Notamment dans ce genre de retraite ou ce genre d'état. En fait, on peut pas, il y a plein de choses qui nous passent en tête, mais tu peux pas mettre des mots dessus. Donc en fait, le retranscrire, c'est très compliqué et c'est pour ça que, en fait, ça se retranscrit pas trop et il faut le vivre. Mais chaque personne qui va vivre quelque chose va le vivre différemment. Donc c'est un petit peu compliqué à le retranscrire. Mais ouais, ça a changé radicalement ma vision des choses et toute cette année, j'ai fait un travail là-dessus. J'ai testé beaucoup de choses. Par exemple, avant, j'ai toujours fait beaucoup de sport. En tout cas, je me considère comme un entrepreneur sédentaire sportif. C'est-à-dire que l'entrepreneur sédentaire, il est devant son ordi toute la journée. Et ensuite, il va marcher pour aller à la salle de sport, faire son sport et revenir. Donc, ça reste de la sédentarité. Et en fait, ça me saoule. Ça me saoule d'être devant mon ordi à rien faire, enfin, physiquement, entre guillemets. Et du coup, l'autosuffisance, ouais, c'est un petit peu aussi cette direction de je veux atteindre potentiellement un travail plus manuel d'une certaine façon. Alors, dans l'entrepreneuriat et le business, on va dire en ligne et pour devenir riche sur les prochaines années, je pense que le travail manuel, ça va être compliqué. Mais du coup, voilà, c'est me créer une autosuffisance financière, une liberté financière pour avoir le choix d'acheter une ferme et puis ouais, faire du travail plus manuel entre guillemets, même si le mot travail serait un petit peu différent. Mais c'est voilà, être fier de construire des choses avec ses mains, euh, être fier d'auto-construire, être fier de partager des choses sans avoir d'ordinateur, sans avoir de téléphone, et juste partager des choses réelles.
Et je pense que c'est ce qu'on perd un petit peu aujourd'hui et ce qu'on va perdre de plus en plus sur les prochaines années. D'où aussi la notion de solarpunk. Donc solarpunk, c'est un terme que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on connaît tous cyberpunk ou cypherpunk. C'est ce mouvement un petit peu dystopique, donc un futur où il y a des robots partout, on met des casques VR, euh, on se fait contrôler, on a peut-être un revenu universel, mais voilà, on fait des tâches inutiles et au final on est des larves et on sert plus à rien à part faire ce à quoi on nous dit de faire. Et Solarpunk, en fait, c'est plutôt un avenir radieux où on met les technologies au service d'une vie beaucoup plus saine et beaucoup plus épanouie avec voilà de l'épanouissement personnel. Et pour moi, l'épanouissement personnel, ça passe notamment avec une sorte de travail manuel de construction, d'entrepreneuriat. Pareil, hein, en entrepreneuriat, ça peut être entreprendre dans sa vie perso, sa vie pro, sa vie sportive, est-ce qu'on se challenge, etc. Mais c'est en tout cas construire quelque chose. Et du coup, pour moi, c'est je veux construire quelque chose de mes mains. Euh, je sais pas si c'est dans cet épisode ou autre que je vais mettre le terme de la tech à la ferme. J'aime bien cette idée. C'est vrai que je pense que ça fait 1 an à peu près que je regarde pour acheter un terrain, une ferme ou autre, pour faire de la permaculture, avoir potentiellement des animaux. Alors moi, je suis plus fan juste des poulets, hein, pour avoir mes petits œufs le matin. Euh, et ouais, et potentiellement quelques autres délires, du style avoir une rivière, un lac ou autre, mettre un jet ski dedans, enfin bref. Un peu aussi des délires de nouveaux riches. Même si je sais que je veux pas tomber dedans. Ça me fait penser à un autre truc. C'est que là aujourd'hui, je suis en recherche en gros pour m'acheter une voiture. Et globalement, je pourrais. Et en fait, il y a une énorme pression sociale imagine, moi je prends des chiffres aléatoires. Imagine, tu as un patrimoine liquide, donc sur ton compte, tu as 1 million d'euros. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas une seule personne sur Terre, aujourd'hui avec 1 million d'euros liquide qui n'a pas de voiture, qui achèterait une voiture à 10, 20, 30 000 euros. En fait, la pression sociale et la pression marketing, on va dire, serait tiens, j'ai 1 million d'euros, si je mets que 5% de mon patrimoine dans ma voiture, ça me fait une voiture à 50 000. Mais je pourrais très bien acheter une voiture à 100 000, 200 000 ou peu importe. En fait, il y a une telle pression, et je ne sais pas exactement d'où ça vient, de se dire putain, mais c'est impossible que j'achète une voiture à moins de 10 000 euros. Et quand on se rend compte, c'est fou, parce que la taille du portefeuille de notre patrimoine, en gros, détermine combien on doit dépenser. Au final, c'est absolument pas logique, mais c'est un petit peu ce délire des élites qui en fait créent des choses pour nous garder dans la rat race, cette matrice de tiens, il y a une nouvelle voiture, une Ferrari à 300 000, c'est ton rêve de gosse. Tout le monde dit ouais, moi mon rêve de gosse c'est d'avoir une Ferrari, ou une Lamborghini ou peu importe. En tout cas ceux qui aiment les voitures. C'est quoi? Ça veut dire quoi un rêve de gosse? C'est que quand t'es gosse, tu comprends pas le sens de la satisfaction. Tu comprends pas la différence entre la satisfaction instantanée de je mange du chocolat, j'ai une voiture, une Lamborghini et j'ai une ferme un petit peu retirée de la ville et je fais ma propre viande, mes propres œufs. En fait, pour toi, la satisfaction est la même à cet âge. En fait, c'est un peu le même délire. Euh, Mais ouais, du coup, quand on est enfant, on a ce truc de mon rêve, c'est d'avoir telle voiture, c'est d'avoir telle maison, faire ça, ça, ça. Donc beaucoup axé sur le financier. Et il y a très peu de... Et du coup, on grandit là-dedans. Et du coup, quand on devient adulte et que surtout on gagne de l'argent, bah là, on se dit, tiens, j'ai de l'argent. Bah en fait, il faut que j'achète une voiture chère. Et je suis obligé parce que sinon, ça serait bizarre. Bah en fait, c'est toutes ces réflexions sur lesquelles je travaille sur cette année. Bon, je me suis un peu dévié de ce que je voulais dire initialement, mais voilà, cette retraite de déconnexion m'a permis d'entrevoir beaucoup de choses, de comprendre beaucoup de choses, de me détacher de mon patrimoine. Et le Elliott d'il y a 11 mois, donc janvier 2025,
Et aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Et aujourd'hui, je sais vers quoi je me dirige, ça va évoluer. Mais voilà, je me sens aligné et capable de parler de ces choses parce que je fais beaucoup de recherches, j'ai beaucoup de lectures, beaucoup d'écoute. Et je sais que dans 5, 10, 20, 30 ans, je serai encore sur cette thématique de solarpunk, d'autosuffisance et d'avoir quelque chose d'aligné. En parlant d'aligné, si on parle de business, en fait, il y a les business pour faire de l'argent rapide. Pour faire très simple, hein, en ce moment, c'est OnlyFans Manager, les business un petit peu comme ça. Et en fait, le problème de ces business, c'est que c'est impossible de tenir un business où on n'est pas aligné pendant 5-10 ans. Le truc, c'est que pour chaque business, pour commencer à faire pas mal d'argent, faut quand même compter un bon 1 an pour se former, tester des choses. Et encore, 1 an, c'est long. Du coup, la plupart arrêtent. Donc au final, si tu testes pendant 3-6 mois, tu n'y arrives pas, que tu arrêtes, tu dois recommencer dans une autre thématique. Mais un business où tu arrives et tu arrives à le garder 1 an, en fait, tu vas mettre 1 an pour te former et arriver à faire des premiers résultats. Et en fait, le business, tu vas le tenir 2-3 ans parce que voilà, OnlyFans Manager ou d'autres, c'est pas des business que tu as envie de garder longtemps. C'est pas quelque chose dont tu es fier. C'est pas quelque chose dont tu raconteras à tes petits-enfants. C'est pas quelque chose que tu peux partager à ta famille. C'est pas quelque chose dont tu es fier en événement, en networking. Et du coup, c'est un business plutôt pour s'extraire d'une certaine façon d'un point de vue financier. Et pareil, là, je n'applique aucun jugement là-dedans. Quand on est salarié, on va sur les business les plus simples, les business les moins éthiques, les business les moins alignés pour s'extraire d'une douleur qui est le salariat. Pour certains, en tout cas, pas pour tous, hein. Actuellement, je suis salarié. Mais voilà, s'extraire d'un truc de je suis dans la rat race, je me lève pour un patron, je m'en fous de son projet, je suis pas aligné, je vais juste là pour gagner mon argent et vivre. Mais pour m'extraire, c'est très difficile, donc faut que j'aille sur un truc qui me fait de l'argent rapide. Donc c'est compréhensible au début. Mais voilà, je suis certain que les business non alignés, ça tient pas plus de 2-3 ans. Du coup, si tu as passé 1 an à te former, 2-3 ans t'encaisses, et que après tu changes, en fait tu repars de zéro et il faut que tu reprennes 1 an pour te former. Donc si on part sur une base de 5 ans, j'avais fait un calcul. C'est en gros, si pendant 3 ans tu gagnes, allez, bon, ça va me compliquer, mais imaginons que pendant 3 ans tu gagnes 100 000 euros par an. Donc ça te fait 300 000 euros. Sauf que tu as eu 1 an de formation, tu as quasiment rien gagné. Tu as eu 1 an où tu vas devoir te reformer pour un nouveau business. Donc au final, ça fait 5 ans. Donc tu as gagné 300 000 euros sur 5 ans. Et t'as pas pu t'épanouir, t'as pas pu networker dans ton domaine, t'as pas pu évoluer dans ton domaine qui te plaît. Donc en gros, 300 000 sur 5 ans, ça fait 60 000 euros par an. Donc ça te fait 5 000 euros par mois. Donc au final, tu pourrais avoir un job limite plus épanouissant d'un point de vue salarié ou autre, et ne pas te faire ce genre de business, quoi. Donc pour moi, les business non alignés, ça n'a pas de sens. Mais pareil, hein, c'est pas de jugement et ça se comprend au fur et à mesure du temps quand on grandit. Donc, ouais, pour moi, il faut devenir expert d'un truc dont on est fier, qu'on peut garder longtemps et qu'on sait que ça va compound, donc ça va faire des intérêts composés là-dessus. En 2024, j'ai fait beaucoup, beaucoup de voyages et je trouve que ça m'a aussi perdu dans le sens où j'ai cherché d'une certaine façon à me former, oui, mais aussi un statut social. C'est-à-dire que c'était Elliot, le youtubeur ou peu importe, qui a beaucoup de réseaux, qui va sur tous les événements. Sur tous les événements, on le voit. Mais en fait, d'une part,
En fait, il y a beaucoup de positifs, mais le négatif, c'est qu'on tombe dans cette roue de statut social. C'est-à-dire que je veux qu'on me reconnaisse parce que je suis présent sur tous les événements. Je veux qu'on me reconnaisse parce que je suis dans tous les réseaux network. Je veux qu'on me reconnaisse parce que ça, ça, ça. Donc en fait, c'est un peu une recherche de je veux être célèbre, mais derrière, c'est vide. En fait, aller juste sur des événements pour être présent, pour moi, ça n'a pas de sens. Et alors oui, quelques-uns pour voir commencer, networker un petit peu, trouver des opportunités, mais le faire trop, c'est cercle vicieux vers une recherche de statut social et de satisfaction externe en mode tiens, c'est Elliot, un tel, etc. Donc ouais, 2024, c'était une belle expérience aussi sur la partie voilà, reconnexion spirituelle, voyage et non, j'ai inversé. En gros, 2024, c'était là où j'ai voyagé énormément. Et 2025, donc cette année, c'est là où je me suis calmé à fond et recherche spirituelle. Mais ouais, en fait, ça fait sens parce que 2024, c'était beaucoup trop de recherche externe, beaucoup trop de j'ai envie qu'on me reconnaisse, j'ai envie d'apprendre, c'est bien, mais voilà, il n'y a pas de recherche intérieure parce que c'est tout le temps orienté vers l'extérieur. Donc, cette recherche d'intérieur, pour continuer un petit peu là-dessus, je pense que c'est indispensable pour tout le monde, mais il y a des cycles et faut pas le faire tout le temps et en fait, faut le laisser faire. Donc, voilà, faut le faire quand ça vient, suivant les envies. Mais cette recherche intérieure aussi, ça met beaucoup de solitude sur, sur sa vie, tout simplement, parce que quand on a tellement de choses euh, à rechercher à l'intérieur de soi, ben en fait, c'est dur de mettre de l'énergie aussi dans le social à, euh, à faire tout ce qui est voilà, amitié, sortie, etc. Donc ça aussi, c'est le problème, on va dire, de la solitude de l'expatrié, où on se crée cette carapace d'ego et on essaie d'aller de l'avant. Mais pour aller de l'avant, ben en fait, il faut se fermer à pas mal de personnes nocives. Et il y a toujours ce dilemme, je pense, pour pas mal d'expatriés qui le partagent pas forcément, mais ouais, ce dilemme de solitude où à quel point j'ai besoin de travailler sur moi, sur mes projets pro, perso, et à quel point j'ai besoin de social. Donc je pense que c'est une balance, hein, comme dans tout, mais c'est dur de partager un petit peu tout ça. Donc voilà, moi ça me permet aussi de mettre, on va dire, les points sur les i et de mettre des mots sur ce que je ressens et voir si d'autres personnes ressentent ça et comment elles le vivent aussi parce que c'est vrai que tout ça, hein, c'est très récent. L'expatriation, les nouveaux riches, comment tu gères de l'argent comme ça. Enfin, on est dans des périodes de vie où ça va de plus en plus vite. À l'époque, voilà, tous nos parents, ils se sont enrichis grâce à l'immobilier. C'était, on va dire, c'était pas forcément un mouvement facile parce qu'il y avait très peu de formation et quand tu regardes l'immobilier, généralement, c'est pas voilà, avec du Pinel, etc., c'est pas hyper optimisé. Mais il y avait pas de formation à l'époque. Et du coup, ceux qui ont pris le tournant de l'immobilier, qu'investir dans des deals pas hyper intéressants mais qui valent le coup, en fait, avec les taux d'intérêt, avec l'immobilier bas, etc., bah, ils ont pu se constituer une richesse assez importante. Nous, je pense qu'aujourd'hui, c'est mort. Tu peux pas te créer une grosse richesse avec l'immobilier. Alors attention ceux qui, qui font de l'immobilier. Je pense que si tu es en France, c'est obligatoire. CDI, tu empruntes à la banque et tu fais ton immobilier. Moi, je suis plus fan de l'achat-revente. Tu fais tes 20-30 000 par opération, une fois par an. Tu renouvelles et tu montes. Euh, mais voilà, aujourd'hui, on sait que l'immobilier, il va pas faire x5. Il va pas faire x10. Alors que nos parents, nos grands-parents, ils ont pu acheter des maisons et ça coûtait rien. J'avais vu un graphique, je crois que c'était pour se loger. Avant, il fallait peut-être l'équivalent de 7 ans de salaire. Et aujourd'hui, je crois que c'est l'équivalent de 20 ans de salaire, un truc comme ça. Mais en fait, c'est pas tenable parce que l'argent se dévalue. Du coup, l'immobilier
prend en valeur par rapport à l'argent qui se dévalue. Mais c'est très compliqué aujourd'hui, en commençant de rien, de s'enrichir sur l'immobilier. Donc en fait, les nouvelles opportunités, c'est business en ligne, s'expatrier. C'est un petit peu les nouvelles modes, entre guillemets. En tout cas, les nouvelles modes des nouveaux riches. Mais à l'époque de nos parents, les nouveaux riches étaient ceux qui allaient sur l'immobilier parce que c'était l'opportunité du moment, là où personne n'en parlait. Bon, aujourd'hui, on commence à en parler pas mal, mais il y a encore 5 ans, il y a très peu de monde qui parlait d'expatriation, de business en ligne, etc. C'était moins accessible. Et ceux qui ont pris le coche, ils ont pu récolter les fruits. Pour autant, voilà, il y a quand même des problématiques derrière et c'est pas toujours tout beau. Il y a de la solitude, il y a avancer à l'aveugle. Il n'y a pas de mentor qui va dire tiens, il faut que tu t'expatries ici, il faut que tu fasses tel business, etc. Chacun a ses convictions, chacun agit en fonction de ses besoins. Et voilà, c'est très dur de, de savoir où aller. Donc si vous savez où aller, je pense que c'est un gros point positif. Moi aujourd'hui, je sais à peu près où je vais. Donc je suis content et c'est pour ça que je suis content de faire ce podcast et d'avancer dans cette direction vers l'autosuffisance. Et voilà, donc j'espère que ce premier podcast vous a plu. N'hésitez pas à mettre les likes, commentaires. Je sais même pas comment ça marche. Je sais même pas comment l'upload sur les plateformes. Enfin bref, vous le trouverez peut-être. En tout cas, merci de m'avoir écouté et j'espère que certains partagent aussi les mêmes valeurs que j'ai. En tout cas, j'ai envie d'évoluer vers cette direction avec différentes personnes qui partagent ces valeurs et faire des projets ensemble. Donc j'en dirai petit à petit. Pareil, je veux pas forcément teaser et dire des choses que je ne ferai pas. Donc quand je lance un truc, c'est pour aller au bout. Donc voilà, on se verra sur un prochain podcast.